rendez-vous sacré de chaque lundi, de mercredi et de vendredi sur Kinatu Télévision. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce débat. Nous avons un seul invité sur ce plateau. Il s'agit de Maître Jean-Louis Essoma. Il est cadre du MLP, parti cher à Franck Diongo. Avec lui, nous allons discuter par rapport à 3 sujets. Le dossier détournement qui sévit actuellement, c'est sur la toile, on en parle. Ça fait couler beaucoup d'encre et salive. Nicolas Kazadi, s'il faut le dire, est-ce que ce dernier est-il pris la main dans le sac? Est-ce que ce dernier sera-t-il reconduit au nouveau gouvernement? Ce sont des questions. Où en sommes-nous par rapport à ces dossiers? 4 mois déjà, depuis l'investiture du chef de l'État, à quoi ressemble la RDC, son gouvernement? Et voilà. Et puis cette question sécuritaire, on se demande, est-ce qu'il y aura-t-il la paix à l'est du pays? Est-ce que les promesses du chef de l'État seront-elles tenues? Mesdames et messieurs, comme je vous ai dit, on est invité sur ce plateau, jusque-là, Maître Jean-Louis Essoma, bonsoir. Bonsoir, Madame Minouchka. Comment allez-vous? Non, Dieu fait grâce. On est là, on tient le coup. Toujours à Moniré? Oui, tu sais, nous sommes des Étienne Tshisekedi et nous devons continuer à honorer la mémoire du Sphinx. Mais son fils est au pouvoir, non? Moi, je parle du Sphinx. Celui-là, c'est mon père politique. Ah bon? Oui. Maître, à part nos 3 sujets, quelle est l'actualité qui a retenu votre attention au courant de la semaine? Oui, madame. En général, je ne voulais pas aborder cette question sectoriellement, puisque nous devons voir sur le plan global ce qui a capté mon attention durant cette semaine. La vie devient intenable en République démocratique du Congo. Sur tous les plans, rien ne fonctionne, rien ne marche. Et en particulier à Kinshasa, siège des institutions publiques de l'État, on ne sait pas où est-ce que nous allons parce que jusque-là, ce que nous vivons aujourd'hui, madame, il n'y a aucun remède que le gouvernement met à notre charge pour nous soulager tant pis. C'est la gestion des affaires courantes. Ils sont là en train de gérer les affaires courantes. Madame, on gère les affaires courantes, mais il y a des grandes décisions qui se prennent. On a pris la décision autrefois de réinstaurer la peine de mort pendant qu'on gère les affaires courantes. Comment vous avez reçu ça, cette question? C'est une bonne chose, n'est-ce pas, non? Ben, c'est un recul. C'est un recul de la démocratie. Un recul. Un pays démocratique, dans les contextes actuels qui traversent notre pays, on ne peut pas ressusciter les démons. Pour autant que la justice, elle ne fonctionne pas comme il faut. Vous avez suivi le chef de l'État, le premier citoyen du Congo. Il en a eu à dire que la justice est malade. Et comment une justice qui est malade, nous devons appliquer la peine de mort? Donc ça ressemblerait à un État voyou? Pas du tout un État voyou, ça ressemblerait à des règlements des comptes. Puisque nous ne partageons pas les mêmes avis, alors on doit nous identifier comme étant leurs ennemis en place d'être leurs adversaires. Et on peut nous créer des procès inutiles qui vont nous amener à des condamnations de mort, vous imaginez? C'est scandaleux cette décision. Apparemment l'opposition a peur, hein, a eu peur par rapport à cette question. Non. L'opposition doit braver la peur, quel que soit le problème. Non, mais écoutez, c'est ce que je vous dis, vous voyez que les Moniré. Nous sommes des Étienne Tshisekedi, des combattants jusqu'à la mort. Mais on ne sent plus cette opposition-là, d'Étienne Tshisekedi. Madame. L'opposition s'est affaiblie. On n'a plus une personne qui peut se lever au ciel le ton dire qu'il y a ville morte, dont la foule peut entraîner, drainer la foule derrière cette personne-là. On n'a plus cette opposition, on ne sent plus l'opposition. Je vous demanderai de garder votre apaisement. Les moments opportuns, vous allez sentir la couleur de l'opposition. Quelque chose se prépare. Je vous dis, l'opposition est intacte. Juste question de trêve et nous allons revenir. Nous ne sommes pas faibles. C'est comme ça qu'on luttait contre Kabila. On ne sent plus Katumbi. Il est retourné dans sa carapace comme une tortue. Mofaï, nous n'en parlons pas. Franck Diongo a fui. Il est allé s'exiler en Europe. Madame Franck Diongo tous ces grands leaders de l'opposition là, c'est sont tués, hein? Non, non, écoutez madame. Nous venons d'être déçus par des élections chaotiques, hold-up, et nous sommes retenus par les sentiments du patriotisme. Nous aimons plus les Congolais que tous, et nous devons sauver la patrie. Alors, il ne faut pas faire
amalgame entre sauver la patrie, garder une attitude sereine, patiente, et manquer au combat politique. C'est des choses différentes. D'entrée de jeu, je voulais vous informer que le président Franck Diongo, ses soins politiques évoluent, ses soins plutôt médicaux évoluent très bien. Je pense que d'ici là, il sera au Congo. Il est à l'extérieur pour des raisons médicales. Et puis, vous savez, les rendez-vous médicaux de là ne sont pas comme ici chez nous. Hein. Dès lors que les médecins lui donnent des check-up, il sera là avec nous. C'est un grand combattant. Les combattants ne fuient jamais la prison. Les combattants ne fuient jamais la mort. Nous sommes là, nous devons sauver ces Congos. La mort ou la patrie? Oui, voilà. Nous devons sauver ces Congos. Attendez, je repose cette question. Vous êtes au courant de ce qui se passe au ministère des Finances? Ben, j'ai appris par la voie des ondes qu'il s'agit des soupçons de détournement des deniers publics. Je dis bien des soupçons de détournement des deniers publics. Vu les tableaux étalés, eh bien, c'est scandaleux. Vraiment, c'est scandaleux, Madame Minouchka. Les forages peuvent coûter ce prix-là, de montant faramineux? Madame, je pense qu'il y a des services attitrés qui peuvent nous aider à rétablir la vérité. Même en Europe, ce n'est pas comme ça. Là, je pense déjà au procureur général près la Cour de cassation, lui qui est le maître de l'action publique. Dès lors qu'il y a des informations pareilles, eh bien, comme il s'agit de finances publiques, madame, il ne s'agit pas de l'argent d'un individu ou d'un privé. Il s'agit des finances publiques, du trésor public de l'État. Et nous devons voir clair, on nous doit des explications adéquates. Comme il y a eu soupçon sur les détournements, sur la surfacturation, eh bien, monsieur le procureur général près la Cour de cassation peut nous aider, mais ça c'est par une réquisition d'informations pour en savoir plus. Il est mieux placé. Il peut déléguer ses pouvoirs à qui il veut, mais nous voulons voir un peu clair. Parce qu'on ne peut pas comprendre. Dans un pays comme la RDC, les contextes économiques actuels, pendant que le gouvernement avait interdit les procédures d'urgence pour décaisser le fonds public, le ministère des Finances est passé outre la décision du gouvernement en ordonnant des procédures d'urgence pour décaisser. Attendez s'il vous plaît. Mais lorsqu'il y a urgence, est-ce qu'on doit continuer à attendre? Mais madame, je ne sais pas si vous me suivez. Les gouvernements il faut savoir lier l'utile à l'agréable, non? Le gouvernement congolais a interdit le décaissement de fonds publics par des procédures d'urgence. C'est une décision du gouvernement. Et le ministre de Finances fait partie de ce gouvernement. Entre obéir à l'instruction de la hiérarchie et la violer, quelle sera la bonne partie, madame? Parce qu'aujourd'hui, en violant l'instruction du gouvernement, nous découvrons qu'il y a des surfacturations. Nous découvrons qu'il y a des soupçons de détournement, puisqu'il n'y a pas encore une action judiciaire ouverte dans ce sens pour en savoir plus. Je me réserve. Mais ce n'est pas normal. Vous imaginez, madame, les dossiers forage. Il n'y a pas que les dossiers forage. Il y a les dossiers électricité publique avec les lampadaires. Oui, oui. Mais ce gouvernement est en train de partir. On n'a pas vu même 10 lampadaires être installés. Où sont partis les fonds de l'État congolais? Où sont partis les fonds de l'État congolais, madame? Et donc, est-ce que ces gens-là qui ont soulevé ces soupçons ne sont pas vite allés en besogne, ou encore ce sont les détracteurs du ministre de Finances? Non, vous savez... parce que lorsqu'on ne fait plus de son chien, on l'accuse de rage. Vous savez, l'autorité du ministère des Finances, même si il est accusé à raison ou à tort, il bénéficie de la présomption d'innocence. Et donc, c'est à lui d'amener les éléments prouvant que ce que les autres ont pu alléguer n'est pas la réalité. Nous avons soif de savoir cette vérité. Nous avons soif, madame. Je vous dis, il y a plusieurs mois que les fonctionnaires de l'État congolais ne sont pas payés. Peut-être que l'argent a été décaissé pour d'autres fonds. Et toute la population en souffre. Mais nous avons besoin de ces explications. Les dossiers fourrage, ça dépasse tout entendement.
qu'on veut nous expliquer quel est ce forage-là, quel est ce puits-là, qui peut coûter autant de millions. Ou quel est ce lampadaire-là, qu'on a acheté en procédure d'urgence, mais qu'on n'a jamais installé il y a 3 ans passés. Madame, vous vous rappelez qu'il y a encore un dossier, nous sommes en train de suivre de près, le dossier Mike Kassenga, Oui. où on nous apprend qu'il y a plusieurs autorités impliquées. Donc, l'État congolais n'existe plus. Et c'est pitoyable. C'est pitoyable ce que vient de faire le gouvernement sortant. Madame, dans 3 ans... Attendez, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous avez reconnu de bien par rapport au ministre des Finances? Qu'est-ce qu'il a pu apporter selon vous? Madame, soyez objectif. Oui, je suis objectif. Le ministre des Finances n'a rien apporté de bien. Ah bon? Ni ce n'est que la désolation de la population. Quand je vous parle des soupçons flagrants, des détournements, pendant que la population s'émère, vous avez vu les inondations, nous avons perdu des vies. Le pays n'a plus d'électricité. Nous ne bénéficions pas à l'accès à la desserte de l'eau potable. Mais cette question de l'électricité, c'est une responsabilité à partager, ce n'est pas seulement l'État congolais. Parce que nous vivons dans la cité, nous voyons la manière dont l'électricité se distribue par des citoyens congolais eux-mêmes. Vous voyez, donc il y a surcharges qui sont créées par les Congolais eux-mêmes. Donc quelque part, des fois, nous chargeons les décideurs pour rien, vous ne voyez pas? Non, madame. L'État congolais doit assurer le bien-être de sa population. Il doit assurer la sécurité de sa population. L'État congolais doit assurer. Mais ici, nous sommes en face d'un État déficitaire. Madame, dans un pays normal, et le ministre de l'Énergie, et le directeur général de la SNEL, et le directeur général de la Régie des eaux, ce sont des pensionnaires de la prison. Dans un pays sérieux, normal. Ce n'est pas normal ce qui se passe aujourd'hui. Un pays où on ne peut pas manquer de l'eau, on a un grand fleuve, nous avons des rivières, mais la population n'est pas servie, madame. Quel contraste! Un pays où nous avons des barrages électriques, plusieurs barrages électriques, nous avons des chutes d'eau de courant. Mais la population peine à avoir de l'électricité. Au contraire, nous devions bénéficier d'une électricité gratuite, de l'eau gratuite. Mais malheureusement, puisque nous avons en face des mandataires, au lieu de servir la population congolaise, ils se servent eux-mêmes. Voilà la conséquence. L'État devient démissionnaire dans ce rôle régalien. Il ne peut plus ni donner de l'eau à sa population, ni de l'électricité à sa population, ni l'état des routes à sa population. Mais madame, nous sommes dans la jungle. C'est ce que je vous dis, l'État n'existe plus. On ne peut pas... Parce que si on avait un État responsable, là où il y a l'autorité de l'État, un citoyen lambda ne peut pas venir blaguer avec le fil de la SNEL. Mais quelque part aussi, le citoyen congolais doit connaître ses devoirs en tant que citoyen. Il y a le droit et le devoir. Ah oui? Mais souvent, nous constatons que certains compatriotes congolais ne savent pas leurs devoirs. Non, madame. Face à l'État congolais. La population congolaise est devenue orpheline, abandonnée par l'État congolais. Et voilà les conséquences. Chacun cherche les sauves qui paient. C'est ce que je suis en train de vous dire. Je suis cohérent dans mes idées. La population est abandonnée. Nous sommes des orphelins. On ne sent pas le pouvoir régalien de l'État. On ne sent pas l'État nous sécuriser, nous servir, être proche de nous. Alors, quelle est la suite? La suite, c'est ce que vous voyez. Chacun cherche la solution partout où il veut. Et ça, c'est la loi de la jungle. Avant d'entamer le second sujet, j'aimerais vous poser la question. Qu'est-ce que vous avez pu retenir de bon au gouvernement Fachi 1? Au mandat passé. Madame, vous savez, Maître Jean-Louis est un chercheur de la question congolaise. C'est avec amertume que je vais vous répondre pour vous dire que ce gouvernement Fachi 1 nous a déçus totalement. Aucun portefeuille n'a apporté un plus. C'est objectif. Au contraire, très objectif, au contraire, il y a eu même la destruction de ce qu'eux ont trouvé. Je prends quelques exemples. Nous allons au ministère de l'Intérieur.
Le ministère de l'Intérieur nous a garanti qu'il va fournir à la population congolaise la carte d'identité. Madame, vous vous rappelez de cette information? Vous êtes une grande journaliste d'investigation. Mais aujourd'hui, ici au Congo, il n'y a qu'une seule personne qui a la carte d'identité. Le président de la République. Les 102 millions de la population congolaise, personne n'a la carte d'identité. N'est-ce pas une défaillance? Je quitte sur le ministère de l'Intérieur pour ne pas parler de l'insécurité. Je traverse notre ministère. Le ministère des Transports. Madame, c'est depuis 2022 que nos permis de conduire ont expiré. Et aujourd'hui, le ministère des Transports est incapable de donner aux citoyens congolais un permis de conduire. Imaginez-vous la conséquence sur la route. Donc nous sommes, vous voyez les embouteillages monstres à Kinshasa. Nous sommes en face à des gens qui n'ont pas de permis, des gens qui ne sont pas identifiés, des gens qui ne peuvent même pas rouler. Mais voilà la conséquence, l'État est capable de maîtriser même l'embouteillage. Madame, je passe encore dans un autre ministère. Cette fois-ci, celui de l'économie. Nous étions très contents lorsqu'on a nommé un docteur en économie. Nous avons dit cette fois-ci, l'inflation sera maîtrisée. Est-ce que, madame, quand vous me regardez à mes yeux, l'inflation est-elle maîtrisée plutôt? Le docteur en économie nous a promis qu'il va tout faire pour qu'il y ait baisse du taux des dollars. Mais aujourd'hui, le dollar est toujours en os. Mais selon vous, par rapport à cette question de la dollarisation... Je n'ai pas encore fini, madame. Je suis en train de vous montrer les défaillances. Okay, nous allons au ministère de la Défense. Madame, ce ministère de la Défense a trouvé les Congo avec tous ces territoires sous son contrôle. Mais aujourd'hui, nous avons perdu une bonne partie des contrôles du Congo. Il y a quelques territoires qui ne sont pas contrôlés à l'Est. Pour ne pas citer Masisi, Rutshuru, Walikale, Consort, madame. On nous parle aussi que Goma serait déjà vraiment dans l'insécurité. Hein? Ben, vous m'apprenez, madame, nous sommes déçus. Nous sommes vraiment déçus. Alors, pour vous dire que le gouvernement Fachi n'a rien fait de bon pour la population congolaise. Je peux vous étaler tous les ministères parce que j'en ai ici. Attendez, je fais des recherches. Mais laissez-moi vous renoncer. J'aimerais revenir à ma question. En parlant de la dédollarisation, j'aimerais un peu savoir, selon vous, qu'est-ce qu'ils devaient faire? Est-ce que vous avez pu apporter quand même des propositions? Parce qu'à tout moment, il y a dépréciation de la monnaie, vous voyez. Donc, le franc congolais n'a plus de valeur face au dollar. Oui, madame. Nous avons vécu au Congo, depuis l'époque du président Mobutu, en passant par Mouzé, Kabila, et puis aujourd'hui. Nous avons vu même à l'époque de Mobutu, parce que moi, je suis né à l'époque du Zaïre, nous avons vu comment l'État faisait à ce qu'il puisse maîtriser l'inflation. Même à l'époque de Mouzé, même à l'époque de Joseph Kabila. Je me rappelle bien l'ancien premier ministre Matata Ponyou. Et Mozito, s'est battu bec et oncle pour maîtriser l'inflation. Ce qui n'est plus le cas au gouvernement Tshisekedi, au gouvernement Samalukonde. Ce n'est plus le cas. Le dollar est abandonné. Il fait sa cour normale. Alors, il n'y a aucune proposition par rapport à cette dépréciation de la monnaie, mais vous êtes en train de critiquer à tout moment. Comment ça, il n'y a plus de propositions? Vous, de l'opposition. Mais il y a des recommandations, madame. Ce n'est pas magique. Recommandation? Ce n'est pas magique, madame. Je ne suis pas un économiste. Nous avons des professeurs en économie. Nous avons des experts en finances publiques qui savent, à cet instant, qu'est-ce qu'on peut faire pour maîtriser les taux, pour stabiliser les taux? Parce que quand les taux est en train de dégringoler, il y a la conséquence logique. La vie devient très chère. Le panier de la ménagère, on ne peut même plus en parler. C'est chaque jour qu'il y a augmentation. Et vous imaginez, il y a des experts en finances publiques, des professeurs en économie. Moi, je ne suis pas économiste, moi, je suis juriste, madame. Toutes les solutions sont là. Sauf qu'on est en face à des gens qui n'écoutent pas la bonne voie. Et voilà la conséquence. La population abandonnée, exposée. Vous n'avez pas constaté la gratuité de l'enseignement et la maternité gratuite? Madame, il y a eu quand même construction de routes, non? Ce n'est pas galant que je puisse rétorquer. On a construit
comment on appelle ça? L'usine de la régie des eaux, les distributions d'eau. Il y a eu quand même des choses qui se sont réalisées. Madame, on a desservi où? Parce que si on peut parler juste pour la ville-province de Kinshasa, les gens pleurent. Moi, chez moi, à Limité, dans la commune de Limité, nous venons de faire trois jours sans Cette usine de la desserte en eau potable aide quand même, non? Une grande partie. Madame, je vous dis ici à Kinshasa, je n'évoque pas les provinces. Nous avons un sérieux problème en desserte en eau potable. Vous imaginez qu'en plein capital, il y a des gens qui érigent des forages. Ça ne peut pas se faire, madame. À la capitale. Il y a des gens qui érigent des forages. Et donc, ce gouvernement, Samalou Kondé, c'est un gouvernement qui a déçu la population congolaise au regard des tableaux que je suis en train de vous évoquer. Et c'est parce que je ne peux pas consommer tous vos minutes. Dans ce gouvernement, vous allez voir ceux qui avaient besoin des enfants, ils ont eu des enfants. Ceux qui avaient besoin des mariages, ils ont eu des mariages. Ceux qui avaient besoin de la santé, ils sont passés de 75 kilos à 110, à 150 kilos. Voilà l'aspect positif du gouvernement. Ça veut dire que les membres du gouvernement se sont servis, se sont auto-servis au lieu de servir la population congolaise. La population congolaise est abandonnée. Vous avez évoqué le problème de la gratuité de l'enseignement, madame. Honnêtement, est-ce que votre enfant étudie dans cette école gratuite? Honnêtement, je pose la question, madame. Non, moi, on ne me pose pas la question. C'est à moi de poser la question. Madame, nous sommes là pour représenter les doléances de la population. Je vous dis que le système de la gratuité instauré par ce gouvernement a échoué. L'enseignement a encore baissé. Nos enfants peinent à être bien formés. Plus de 4 millions d'enfants étaient en chômage, qui ne partaient pas à l'école, ont repris les chemins de l'école. Quelle école, madame? À cette gratuité. Avec quelle qualité d'enseignement? Pendant que les enseignants ne sont même pas payés. Je viens de vous dire, les fonctions de l'État ne sont pas payées. 4 mois. Ils vont vivre comment? Votre famille, comment peut-il donner un bon enseignement, madame? Quelle qualité de l'enseignement? Nous avons tué la qualité de l'enseignement. On ne peut plus compter sur cette jeunesse. Madame, le projet de la gratuité est un projet meilleur parce que c'est constitutionnel, mais néanmoins, il faut accompagner cette gratuité par des mesures d'encadrement. Il n'y a pas seulement le fait de ne plus payer les Minerval. Il faut voir la qualité de l'enseignant. Qu'est-ce qu'il donne comme enseignement? Comment il vit? Comment il peut survivre? Nous vous regardez qu'un seul aspect où on a exonéré ou exempté les parents à payer. Mais avec en retour, qu'est-ce que les enfants vont bénéficier? Les enseignants ne sont pas pris en compte. Donc ça a échoué, madame. Moi, je ne déconseille pas les gens à croire à la bonne foi. Mais sinon, si ça ne dépendait que de moi, mon enfant ne fera pas les écoles gratuites. Parce que j'aime mes enfants, j'aime qu'ils soient bien éduqués comme moi, leur père. Et donc, je vais me sacrifier. Lequel des ministres, vous pensez qu'il peut revenir? Madame, voilà. Entre tous ces ministres, qu'est-ce qui a fait un bon travail? En tout cas, un conseil gratuit que je donne au chef de l'État, aucun ministre ne mérite d'être reconduit. Alors Jean-Pierre Liaou, qui est beaucoup plébiscité. Madame, aucun ministre ne mérite d'être reconduit. Excusez-moi, ça n'engage que moi, nous sommes dans un pays démocratique. Je ne viens pas critiquer la première ministre, mais elle n'est pas à sa place. Elle n'est pas à sa place. Ce gouvernement sortant, comme le président de la République l'avait reconnu lors de son investiture, qui va changer. Il a reconnu qu'il y a eu des choses qui n'ont pas fonctionné. Notamment, le gouvernement n'a pas fonctionné. Je vais de vous étaler, madame. Les seuls pour le gouvernement fonctionner, c'est la santé personnelle des membres du gouvernement. Oh. Oui. Il y a ceux qui ont eu des enfants. Il y a ceux qui ont eu des mariages. Il y a ceux où la santé a augmenté de 20 à 40 kilos. Voilà. Mais sur le plan national, on n'a pas senti l'impact. Les gouvernements qui peinent à rétrocéder les recettes aux provinces. Mais comment ces provinces-là vont vivre? Comment ils vont fonctionner, madame? Vous voyez, pendant ces 3 dernières années, on nous a parlé que des détournements. Mais le gouvernement lui-même a instauré un système d'impunité. Là où M. Ligef est en train de travailler, nous amener des preuves. Mais, au finish,
la justice ne fait pas son travail. Aucun condamné, aucun arrêté. Donc, la vie coule comme le miel. Madame, nous sommes où? Nous allons aborder cette question du gouvernement actuel. Il y a eu une première ministre, le chef de l'exécutif national, Maître Jean-Louis. Comment vous aviez trouvé sa nomination? Ben, madame, je vous disais... C'est quand même une première de voir une femme à la tête de l'exécutif national d'un pays, de notre pays. Oui, madame. Je vous disais, Maître Jean-Louis est un chercheur de la question congolaise. En dépit du fait que c'est une première fois que la femme soit nommée à ces postes, on ne peut pas espérer grand-chose. Oh, comment ça? Vous êtes trop pessimiste, trop subjectif, s'il plutôt faut le dire. réaliste. Plutôt réaliste. Vous savez, gérer les pays... Pourquoi vous pouvez douter aux compétences d'une femme? Les femmes ne sont-elles pas compétentes d'être première ministre? Non, vous savez, pour gérer ces pays, ce n'est pas question des femmes ou des hommes, c'est question des compétences. Mais oui. Alors, quand on parle des compétences, on nous a présenté la première ministre, que je respecte en tant que maman. Mais quand je regarde sous les rétroviseurs, comment elle a géré le portefeuille des plans, c'était pas fameux. Comment ça? Il y a des casseroles qui traînent là-bas qu'elle a laissées? Mais madame, je vous disais que le gouvernement Sama ou le gouvernement de Tshisekedi 1 a échoué sur toute la ligne. Les ministères ou les portefeuilles des plans a eu à gérer un grand projet, un très bon projet, présenté par le président de la République, le projet des 145 territoires. Dans ce projet, on devait construire des infrastructures de base dans chaque territoire. C'est-à-dire, on devait avoir des hôpitaux, si pas modernes, quand même décents. On devait avoir des écoles. On devait avoir des infrastructures publiques, telles que des ensembles provinciaux, la provinciale plutôt, des cours et tribunaux, des palais de justice. Mais lorsqu'on a piloté ces projets, ces faramineux projets, qui a coûté au gouvernement plus d'1 milliard, madame, dites-moi un peu chez vous, dans votre propre territoire, qu'est-ce qu'on a construit en rapport avec ces projets des 145 territoires? Rien. Le projet a échoué. Et qui était à la tutelle de ces projets? C'est le ministre des Plans. Et qui était le ministre des Plans? C'est l'actuel Premier ministre. Lorsqu'on a échoué dans des petites choses, comment on peut confier à cette personne des grandes choses? Je suis scientifique, madame, je ne les ramasse pas. J'ai conclu pour dire qu'il n'y aura rien de bon. Comment? Mais parce qu'on a échoué dans la gestion des petites choses. Mais elle a eu quand même un parcours élogieux, non? Elle a travaillé, c'est dans quel organisme là? Donc, j'ai oublié, et puis elle est venue au ministère des Plans, c'est quand même la fille d'un grand ambassadeur à l'époque du Zaïre. Donc, le chef de l'État avait quand même trouvé... Bon, s'il faut le dire, cette fois-ci, je ne pense pas qu'il s'est trompé des castings. Madame, je ne regarde pas le critère subjectif. Les Congolais ne mangent pas les critères subjectifs. Moi, je suis dans la globalisation de la politique, dans l'intérêt général. C'est lui que Papa Etienne nous a appris. L'intérêt général du pays. Aimer ses Congos. La personne que vous êtes en train d'évoquer, je n'ai pas de problème particulier ni privé avec elle. Je fais juste mes analyses critiques. Dès lors qu'elle n'a pas bien su gérer les portefeuilles des plans, comment est-ce qu'elle saura s'en sortir à la primature? Elle peut avoir toutes ses qualités, docteur, expert, tout. Mais la praticabilité, la réponse qu'attendent les Congolais aujourd'hui. Les Congolais attendent que le dollar baisse. Les Congolais attendent qu'il y ait des infrastructures, qu'il y ait des voies de communication dans les routes nationales, en bonne et due forme, pour desservir, désengorger. Les Congolais attendent l'aspect sécurité. Il faut qu'on puisse récupérer nos territoires pris pendant que ce gouvernement était en place. Les Congolais attendent vivre en paix. Est-ce que la première ministre
sera à mesure de répondre, du coup, à ces attentes de la population. Vous êtes en train de mettre la charrue avant le bœuf. Non, mais madame, je suis un politique. Je suis un politique. J'ai d'abord l'expérimenter. Je ne peux pas voir les intérêts individuels en leur place des intérêts nationaux. Je suis un politique, madame. J'ai une vision de l'aigle. Voilà pourquoi nous disons, c'est une opportunité qu'on a faite aux dames. Moi, j'aime les dames, mais que ces dames ne nous déçoivent pas. Qu'ils ne fassent pas comme leurs prédécesseurs. Est-ce que vous êtes un homme genré? Très bien, madame. Mais apparemment, vous combattez le gender. Non, 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 non. J'ai dit, je ne suis pas ici pour éloger individuellement les personnes, mais je suis pour défendre l'intérêt général dès lors que ces personnes dont on donne les responsabilités, s'ils répondent à l'intérêt général, je reviendrai sur ce plateau pour dire, madame, ça a marché, félicitations, courage et continuez. Maître Jean-Louis, 4 mois déjà sans gouvernement, Kabouya Augustin a été nommé informateur et puis formateur. Nous constatons que la nouvelle Premier ministre a repris avec les consultations. 4 mois sans gouvernement, à quoi ressemble le pays? Voilà pourquoi je me mets à la place du chef de l'État, il est déçu. Déçu par qui? Mais par les gens à qui il confie les responsabilités. Vous vous rappelez à l'époque du président Kabila, lorsqu'un journaliste lui avait, ou une journaliste lui avait posé la question, dans ces gens, il a dit, si j'avais au moins 10 à 15 bonnes personnes, les Congo allaient décoller. Mais je me demande actuellement avec le chef de l'État, qui a compris qu'il y a beaucoup de choses à arranger, parce que ce gouvernement n'a pas répondu à ses attentes. Et aujourd'hui, on change encore les individus. Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que Madame la Première ministre tiendra le coup? Je vous dis non. Parce que le système est... Vous êtes un prophète des malheurs, pourquoi? Je ne suis pas un prophète des malheurs, je suis plutôt réaliste, un scientifique, un politologue réaliste, madame. Je suis dans la réalité. Dès lors que tous les ingrédients ne sont pas mis entre les mains de la Première ministre, mais comment elle va s'en sortir? Nous avons vu le gouvernement sortant, comment il a géré le pays. Dis-moi là où elle a réussi. Ce gouvernement a trouvé tous les territoires entre les mains des Congolais. Aujourd'hui, une bonne partie n'est plus entre les mains des Congolais. Ce gouvernement a trouvé les taux de dollars à 16 000 et quelques. Aujourd'hui, nous tendons les doubles de ces taux. Ce gouvernement a trouvé la dette intérieure à moins de 5 milliards. Aujourd'hui, ce gouvernement nous a amené à 10 milliards la dette intérieure. Et le pays est devenu dans la catégorie des pays pauvres, très endettés. Madame, ce sont des indicatifs réels. Et moi, partant de cette réalité, je ne peux pas croire à la bonne foi. Encore que ce n'est plus question de bonne foi, mais plutôt d'agir pour l'intérêt national. Et maintenant, 4 mois sans gouvernement. 4 mois sans gouvernement, c'est ridicule, madame. Qu'est-ce qui freine? C'est ridicule. Parce que le chef de l'État, constitutionnellement, avait confié cette charge au secrétaire général de l'IDPS, honorable Augustin Kabouya. Est-ce que ce dernier avait-il qualité? Bon, c'est le choix du chef de l'État. C'est le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État de choisir qui nommer informateur. Et formateur. Mais nous avions compris au finish qu'il n'a pas fait un travail que le chef de l'État a aimé, sinon on aurait déjà un gouvernement. Comparativement aux autres États, regardez un peu au Sénégal. Ils n'ont pas pris un mois pour décoller. D'autres États ainsi. Et ici, nous prenons 4 mois, madame. C'est de l'incompétence. Voilà les mots. C'est de l'incompétence. J'aimerais savoir, on ne sait pas, peut-être demain, dans une semaine, dans 2 semaines, il y aura un gouvernement. Quelle équipe pour un gouvernement efficace? Ben, madame, je ne suis pas le formateur du gouvernement. Et en plus que je suis un opposant. Vous êtes un politique, vous êtes un analyste, c'est à vous de réfléchir. Quelle équipe pour un gouvernement efficace? Ce pays regorge des talents. Vraiment des gens intelligents, capables de booster et de faire changer les choses. Mais ce n'est pas à moi de faire les choix. C'est au formateur ou à la formatrice du gouvernement de faire les choix
Et nous allons nous incliner devant son choix si elle pourra faire un choix judicieux en prenant des bonnes personnes qui peuvent aider les Congos, qui peuvent aimer les Congos, plutôt que des gens qui deviennent pauvres pour sortir millionnaires. Selon vous, avec quel profil? Vous fouillez ma question, pourquoi? Moi, comment je peux fouiller la question, madame? J'ai dit, ces Congos hébergent les talents. Nous avons des personnes intelligentes. Nous avons la sagesse. Mais ce n'est pas à moi de faire des choix parce que je ne suis pas formateur du gouvernement. C'est plutôt à la première ministre de faire le choix de cette catégorie de personnes. Qu'ils ne regardent pas seulement du côté de l'Union sacrée. Il y a la société civile, il y a des bonnes personnes. Il y a aussi l'opposition. Par exemple. Comme Franck Diongo, on peut le repêcher au gouvernement. Ben, nous faisons une opposition républicaine. Ah bon? On ne vient pas, nous ne sommes pas commandaires des postes. Lorsqu'on nous consulte, nous avons toujours des préalables pour que les choses fonctionnent. On ne vient pas voir. Vous savez, madame, le combat que l'opposition mène, le combat que Franck Diongo mène, c'est un combat des valeurs démocratiques. Un combat qu'il a hérité de Papa Etienne. Voilà pourquoi je reste avec Omoniré. Mais ceux qui nous dirigent aujourd'hui peinent même à porter ces chapeaux, en titre de reconnaissance. Vous voyez? Et dès lors que Papa Etienne vit à nous, nous portons l'espoir qu'au moment où nous prendrons les choses en main, les Congolais seront satisfaits. Parce que nous allons sauver et la souveraineté, et la dignité, et l'honneur du Congolais. Voilà. Est-ce qu'on peut espérer, avec le 4 ans et demi qui reste à ce gouvernement? Ben, je ne suis pas gestionnaire, madame. Nous nous observons. Nous donnons la chance à ce qu'elle puisse répondre aux attentes de la population congolaise. Et qu'est-ce que vous pouvez proposer? Qu'est-ce que nous pouvons proposer? Oui, oui. Voilà. Une très bonne question. De revenir à la vision de Tchon Tshisekedi Omulumba. Dans cette vision, il y avait la lutte contre l'impunité. Il y avait l'intérêt général par devant tout. Ce que nous appelons le peuple d'abord. Il y avait les social-démocraties, donc l'égalité des peuples. Riches, pauvres, nous sommes quand même sereins servis au même moment. Un État fort. Si ces gouvernements, si les actuels dirigeants reviennent sur la vision du père fondateur de l'UDPS, je vous dis, nous serons d'accord et nous allons cheminer ensemble. Parlons sur cette question de la sécurité de l'Est du pays. Maître Jean-Louis Soma, est-ce que nous pouvons espérer à la paix? Madame, je suis un patriote congolais. J'aime bien les Congos plus que tous les autres États. Ce ne sont que de bonnes paroles. Hein? Non, madame. On en a écouté assez avec des Congolais. Arrivés sur terrain, ce sont des choses contraires. Ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui étaient à l'opposition. Aujourd'hui, les gens se plaignent. C'est comme ça que nous nous sommes séparés. Nous avons lutté ensemble. Vous, c'était la frustration. Non, aucune frustration, madame. Franck Diongo n'était pas retrouvé, le MP était rejeté. Voilà pourquoi. Comme on dit, Bobenda Nabino, Bobakissima Solo, c'était ça. L'honorable Franck Diongo ne mène pas un combat individualiste, comme font les autres. La transhumance. Nous ne sommes pas dans ça. Vous savez combien d'appels je reçois, madame, pour rejoindre ces gens-là? Chaque jour, matin, midi, soir. Vous savez combien d'appels je reçois? Vous refusez. Mais je suis du côté du peuple. Nous restons unis avec notre peuple. Mais vous aviez dit tout à l'heure, si on vous consultait, vous allez partir, non? Non, madame. Nous avions des préalables. Je venais de vous dire, je suis cohérent dans mes idées, dans ma réflexion. J'ai dit, nous consulter. Je suis un patriote congolais. Je suis un opposant républicain. On ne refuse pas la consultation. Je vais poser les jalons. Parce que nous avons la façon de gérer la République. La façon que nous avons apprise de l'école de Tchon Tshisekedi. Voilà pourquoi l'actuel régime s'est écarté de cette vision. Voilà pourquoi nous sommes demeurés là où nous sommes. Si on voulait la vision personnelle, individuelle, on serait dans ce gouvernement, madame. C'est un gouvernement. Nous avons lutté pour que ces pouvoirs prennent les commandes du pays. Nous avons souffert ensemble. Nous avons sacrifié des vies. Moi qui vous parle, je ne dormais pas quand on faisait des marches. Parce que j'étais à la ligne de front. J'occupais la jeunesse du MLP. Un parti martyr. Et donc, tous ces sacrifices, nous sommes sereins. Nous croyons que le jour où nous prendrons cet État, nous marcherons selon la vision de Lumumba, selon la vision de Tchon Tshisekedi, et ce pays va décoller.
Voilà. Par rapport à la question de l'Est, pouvons-nous espérer? Ben, madame, la question de l'Est, je vous disais, je suis un patriote, c'est une question très complexe. Cette question nécessite des hautes stratégies. Lesquelles? Aujourd'hui, il y a un plan de la balkanisation. Alors, madame, lorsque dans ce pays, vous créez plus de frustration que de cohésion, en tout cas, vous n'allez pas vous en sortir. Cette question, c'est l'aspect militaire ne soit la résoudre. C'est l'aspect diplomatique ne soit la résoudre. Il faut y aller concomitamment avec tous ces aspects. Là où il faut parler, il faut parler. Là où il faut récupérer des forces, il faut récupérer des forces. Nous avons observé les comportements de la gestion de cette insécurité de l'Est. Au finish, l'État congolais a perdu plus de territoires qu'il en avait. Et donc, il faut revoir encore la stratégie de la guerre. Il faut revoir la stratégie de la diplomatie. La diplomatie ne fonctionne pas. Nous avons des États hypocrites. Nous nous réunissons à la SADC, à la EAC, au Grand Lac. Et face à ces États hypocrites-là, la RDC devait-elle se comporter comment? Madame, je ne crois pas que je suis venu donner leçons à ceux qui nous dirigent. Je vous ai dit, cette question de l'Est, c'est une question de haute stratégie. Quand vous n'êtes pas dans les hautes stratégies, vous n'allez pas vous en sortir. Et donc, si on veut aujourd'hui chercher des pistes et des solutions, je me rappelle, je suivais le président le président angolais João Lorenzo, lorsqu'il recevait le président Tshisekedi et le président Kagame, il a proposé des pistes de solutions pour les Congos s'en sortent. D'abord, nous, à l'interne ici, nous avons besoin de la cohésion. On ne peut pas gagner la guerre lorsque nous sommes divisés. Lorsque nous partons en ordre dispersé, on ne gagnera pas la guerre. L'opposition s'est divisée du pouvoir face à cette question. Vous n'avez pas appelé à la cohésion. Madame, ce n'est pas nous qui appelons à la cohésion. Nous sommes marginalisés par des élections chaotiques, par les hold-up électoraux. Nous avons gagné les élections, la population nous a voté, mais nous n'avons pas été programmés. Nous avons des problèmes à l'interne que nous devons régler. Voilà la fissure de la cohésion. Étant donné qu'il s'agit d'une question congolaise, c'est la patrie ou la mort. Nous sommes là pour la cohésion. Mais, dans quel état, dans quel esprit? C'est ça la question. On ne vient pas là juste pour faire les yeux doux, non. Nous posons des recommandations, nous posons des préalables. Lesquels préalables apportera l'adhésion de la population congolaise. Vous voulez un dialogue? Madame, je parle de la cohésion. On ne peut pas gagner une guerre. Mais cette cohésion-là, soyez clair, non? Vous envisagez un dialogue? Moi, je ne parle pas de dialogue. Vous retrouvez surtout sur une table, discuter. Madame, je ne parle pas de dialogue. Moi, je parle de la cohésion. Mais ça viendra comment? Ça viendra comment? Mais c'est à vous de poser la question aux dirigeants. Si nous voulons décoller, il faut que les Congolais soient unis. C'est la façon de déstabiliser même l'ennemi. L'ennemi nous profite parce que nous sommes divisés. Et c'est ça la réalité, madame. Les Congolais divisés. Pour certains, la question de l'Est, ce n'est pas leur problème. Et vous trouvez ça normal. Pour certains. Pour les autres, c'est un problème que je dois montrer que je suis plus fort. C'est moi qui dois terminer. Et dans tout ça, que gagne la population congolaise? On doit déclarer la guerre. On doit fermer les frontières. On doit interrompre les relations diplomatiques. Je parlais que cette question mérite une étude minutieuse. L'option militaire, oui.
l'option diplomatique, oui. Les autres options, oui. Il faut que toutes ces options aillent ensemble. Quand vous laissez une seule option, je crois que vous n'allez pas atteindre les résultats que vous attendez. Donc, c'est une question, madame. On doit laisser l'ego. Hein. Je vais finir ça dans quelques jours. Je vais, non. Il faut regarder la réalité en face. Qui se cache derrière le Rwanda? Y a-t-il des Congolais derrière le Rwanda? Y a-t-il des étrangers de superpuissance? Comment les dissuader? Comment? Attendez, lorsqu'on a nommé Jean-Pierre Bemba, tout le monde avait dit waouh, c'est l'ancien rebelle, un seigneur de guerre. Jean-Pierre Bemba, au-delà de ça, c'était Mungala, un Mbaka, un guerrier. En fait, apparemment, les gens sont déçus. J'aimerais savoir quels critères d'un ministre de la Défense de ce gouvernement. Parce que avoir un ministre de la Défense compétent, qui a la maîtrise de la notion de la guerre, peut aussi apporter quelque chose à cette situation. Quel est le profil d'un ministre de la Défense que nous pouvons avoir actuellement? Madame, si ça ne dépendait que de moi, à cet instant où le pays traverse des moments de turbulence, d'occupation ou des étrangers de nos territoires, le ministère de la Défense mérite à donner à un seigneur de guerre. Et Jean-Pierre Bemba est là, non? C'est un ancien chef rebelle. Mais quand je vous dis que le gouvernement sortant a échoué, je vous ai étalé les portefeuilles. Et quand on échoue, on peut toujours changer les gens. C'est pourquoi on ne peut pas reconduire ces gens qui ont échoué dans les nouveaux gouvernements. Sinon, comme disent les Quinois, maman aux empoka, elle ne va pas décoller. Ah mais oui. Alors, vous m'avez posé la question, je me dis, aucun ministre ne mérite la reconduction. Aucun. D'ailleurs, maman la première ministre, c'est une grâce particulière qu'elle est là. Mais aucun ministre ne peut être reconduit. Il y a des gens qui peuvent nous apporter un plus par rapport à ce qu'ils nous ont décidé pendant 3 à 4 ans. Je vous dis, regardez leur masse de santé. Ils ont grossi. Vous êtes jaloux? Non, non, je ne suis pas jaloux, j'ai fait un constat. Certains sont bénis célibataires, ils ont des enfants. Mais certains ont eu des mariages. Ils sont des salariés, c'est tout à fait normal, non? Mais voilà le bilan subjectif au regard du bilan objectif. Le bilan objectif, qu'est-ce que la population, qu'est-ce que les Congolais bénéficient de ce gouvernement? Zéro. On ne peut pas les reconduire. Alors, parlons de l'actuel ministre de la Défense. Non, le ministre de la Défense a démontré de quoi sa force ou son intelligence était limitée. La guerre n'a pas pris fin. Nous n'avons pas pris l'ascendance sur l'ennemi. Et donc, on doit changer les cartes. On doit changer les cartes, madame. Et des bonnes cartes pour avoir un bon décollage. Maître Ntono, déjà vers la fin de l'émission. Oui. Au grand mot, grand remède, que faire? Je vous ai dit, on ne gagne pas la guerre lorsqu'on est divisé. Ce sont des principes stratégiques. Et donc, il faut chercher la cohésion nationale. Pour l'intérêt du Congo, pas pour l'intérêt des individus. Le MLP a déjà fait cette proposition? Mais le MLP, c'est un parti politique qui sert la population au travers des propositions, au travers des observations. Dès lors qu'on ne nous suive pas, on ne va pas forcer la main. Ce que je vous dis, on ne peut pas gagner la guerre tout en étant divisé. C'est très important. La réconciliation interne est très très importante. Ça voudra dire que tout le monde parte sur la même base et puis regarder cette question, comment on peut en finir. Regardez la caméra, adressez-vous au public votre mot de la fin. Ben, merci de nous avoir invités. Ça fait bail que je suis passé sur cette émission. Vous avez fui Actu 60? Non, j'étais à l'intérieur où nous sommes allés subir la loi de la force. Eh bien, nous ne sommes pas déçus, nous continuons la lutte politique. Courage à vous. Oui. Nous demandons, le mot de la fin est en dévolé. Nous demandons d'abord à nos autorités. La vie est devenue intenable en République démocratique du Congo, particulièrement à Kinshasa. Pour arriver ici, j'ai pu mettre 2 heures du temps dans les embouteillages. Et aucune politique de désengorger cet embouteillage. Voilà ce qui nous fait mal. Donc nous devons commencer à vivre la vie quotidienne des embouteillages comme nous vivons avec l'obscurité, avec le manque de l'eau.
s'il vous plaît les autorités, aidez-nous à soulager tant soit peu la misère de la population congolaise. Elle mérite mieux. Et donc, Maman Premier ministre, nous sommes à l'attente de ce gouvernement. Nous vous demandons de ne plus reconduire les gens qui ont échoué et de chercher des oiseaux rares qui peuvent aider à ce que la République décolle. Pourquoi pas, dans la formation de ce gouvernement, nous parler d'un ministre qui est en charge de l'électricité? Pourquoi pas scinder ce ministère-là de l'énergie? Un ministre en charge de l'électricité, un ministre en charge de l'eau. Pour que, face à des problèmes de desserte, que ces gens-là répondent directement de leurs responsabilités. Sinon, la population se meurt. Nous n'avons pas l'électricité, nous n'avons pas l'eau, nous n'avons plus de routes. On ne sait plus communiquer. Panier de la ménagère en train de dégringoler. Madame la Première ministre, vous avez des dossiers saillants. Il faut être du côté de la population et n'aménager aucun effort aux flatteurs. Sinon, si ça ne marche pas, faites comme nous, démissionnez et le Congo vous sera reconnaissant. Maître Jean-Louis, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, Madame Minouchka. J'espère que vous n'allez plus nous fuir. Non, Madame, nous sommes là au service de la population. À tout moment que vous nous invitez, nous viendrons répondre. Je ne suis pas comme certains qui vous déçoivent. On attendait un débat contradictoire avec Félicien Sunzu, d'élu de PES. Voilà, prochainement, je pense que les confrères auront le temps et on pourra toujours revenir ici. Et voilà, c'est la fin de cette émission. Je dis merci à Desanges Nazem, à Enoch Mbala. Merci à vous qui nous avez suivis de partout. Que Dieu bénisse la RDC, que Dieu protège nos FARDC et que Dieu garde son peuple. Au revoir, Inch'Allah.